La volonté du roi de la République à Macobar, les nuits de février étaient d'un froid glacial à ne pas mettre un ours polaire dehors. 9 heures du soir passées, il n'y avait plus âme qui vive dans les rues de la capitale. Sinon quelques rares automobilistes attardés s'y frayant le chemin à travers un brouillard lourd et épais, encore plus dans la haute ville et du côté de l'océan. Pour ces indécrottables noctambules, peu importait la pluie, le vent, le froid ou même la neige sous les tropiques équatoriaux. Il n'y avait pas de sale temps qui pouvait les empêcher de se rendre à leurs intarissables sources de plaisir, ces maquis, bars, dancing et restaurants des plus glauques aux plus huppés, où ils se réchauffaient à grand renfort d'alcool, de tendresse calculée et d'amour tarifé. Ceux qui restaient chez eux, seuls ou en famille, dans des chambres et salons sous les effluves d'encens entretenus par des femmes possessives, légitimes ou vivant dans cet espoir devenu aléatoire en ces temps de crise, étaient aussi bons viveurs que les autres. À demeure, comme dans les lieux de plaisir au dehors, la bataille que les Macobarais livraient contre le froid décuplait leur penchant pour le farniente et le libidinal. Les Muntoulandais de la capitale étaient des citadins plus pauvres que riches. Mais, même si ni l'or ni l'argent ne coulaient pas de leurs doigts, ils avaient, en grand nombre, un goût grégaire et immodéré pour le clinquant et le festif. Ils avaient, à travers l'Afrique, la mauvaise réputation d'être hautains, crâneurs, opportunistes, manipulateurs, versatiles, dispendieux et jouisseurs, dans toutes les strates sociales. Le premier d'entre eux était Nyangor Souma, sans aucun doute. Cet homme qui, avant même que d'être élu, aimait à se faire appeler le président, était de plusieurs crans au-dessus de ses congénères. Il avait bien suivi des études universitaires, en Europe d'où il était revenu, peu après l'indépendance, avec des diplômes en droit et en économie, des diplômes de son temps. Ancien parmi les plus anciens, il se targuait, des décennies après, d'avoir le curriculum vitae le plus dense d'Afrique, sans qu'on ne pût vérifier l'exactitude de ses allégations. Les voies des archives concernant sa génération étaient devenues des plus impénétrables. En tout cas, il avait donné des idées et ouvert une brèche que des sagouins plus ou moins instruits allaient élargir pour se tailler de très bonnes et succulentes places dans les hautes sphères de l'administration publique, les sociétés nationales, les représentations diplomatiques et autres sinécures, aux frais de la gracieuse République, avec des diplômes et des compétences empruntées. Son dernier échec électoral digéré, il était revenu à la charge. Pendant plus d'un mois, les alliances les plus inattendues s'étaient constituées et défaites autour de sa candidature et de celle de Fabien Ndongo, le président sortant. Nyangor Souma était la mégalomanie, la démagogie primaire, la forfanterie, la fourberie et la ruse démoniaque faite homme. Ces mirobolantes promesses firent fortement effet sur tous les déçus et laissés pour compte du régime. Il réussit ainsi à convaincre, non seulement les Macobarais, mais également l'Interland rural réputé réfractaire au changement, de lui confier les rênes du pays. Il lui avait ainsi remis tous les pouvoirs, après un deuxième tour de scrutin des plus épiques. Il était devenu le troisième chef de l'État du Muntouland, après Fabien Ndongo rattrapé et terrassé par l'ajustement structurel imposé par les institutions de Bretton Woods et par une demande sociale conséquemment impossible à assouvir. Il avait passé 2 longues décennies dans l'opposition clandestine puis officielle, pour ne finalement accéder à la magistrature suprême qu'à son 3e essai. Acceptant le verdict des urnes à son encontre, dans la fournaise d'une conjoncture tout à son désavantage, Fabien Ndongo avait, sans regimber, rapidement quitté le fauteuil présidentiel, aussi dignement qu'il l'avait reçu et occupé, 2 décennies durant. C'était prévisible. Sitôt élu, Nyangor Souma allait se comporter comme un roi nègre, le roi de la République. Son investiture publique fut à l'image d'un sacre impérial. En ce dernier jour du glacial mois de février de cette année historique, il avait fait venir à Macobar tout ce que le pays comptait en représentants de l'État, dignitaires, laïcs ou religieux. Il avait expressément tenu à ce qu'ils fussent accompagnés de fortes délégations. C'était, à ses yeux, une preuve irréfutable qu'ils avaient du monde avec eux, des inféodés prêts à tout pour la nation, pour lui autrement dit. Tout ce que Macobar comptait en moutons de panurge obséquieux face au pouvoir, à tout pouvoir présent, s'était joint aux gens de l'intérieur du pays massivement convoyés sur la capitale pour la cérémonie du sacre, telle que voulue, programmée et orchestrée par le président. Les absents remarqués étaient les éternels fêtards qui ne se laissaient embrigader que par leur propre plaisir,
les irascibles défenseurs du régime déchu qui poursuivaient la résistance cloîtrée chez eux et les macobares ordinaires restaient bien au chaud dans leurs pénates parfumées. Cela s'était porté pâle car, pour rien au monde, ils ne braveraient les morsures nocturnes du froid pour les seuls beaux yeux et discours du nouveau père du peuple. Tous les autres, une dense marée humaine noire et compacte était agglutinée face à l'océan, sur l'immense plage de la Rivera. Ils étaient là, grelottant dans le froid qui s'épaississait avec la nuit, depuis la fin de la prière médiane du vendredi, comme il le leur avait été demandé, plutôt exigé subtilement, moyennant transport, chemisait à l'effigie du président, et, en prime, 2 à 5 000 danks. Devant elle était dressée une grande tribune en fer à cheval dont les piliers sortaient des eaux, par-dessus les vaguelettes qui balayaient le sable fin de la grève. Son plancher et ses larges marches d'accès étaient couverts d'un long tapis pourpre. Encadré par des chevaux de frise, il fendait la foule jusqu'à la corniche partiellement fermée à la circulation. Depuis le matin, elle servait de parking aux autocars venus des régions, une fois qu'ils avaient déversé leur cargaison humaine sur la Rivera. Sur ce qui apparaissait comme le saint des saints du moment. Trônait, dans de profonds et moelleux fauteuils en cuir, Fabuli Kama, fils spirituel de Nyangor Souma naturellement promu Premier ministre, tout son gouvernement fort de 52 ministres suivant les desiderata personnels et politiques du président, les membres les plus en vue du Parlement, des armées, du Conseil économique et social, de la magistrature et des autres corps constitués, le corps diplomatique, des dignitaires traditionnels et religieux, mais aussi de très belles femmes seules, richement habillées et parées. Elles étaient là, en reconnaissance des services très particuliers que leur sublime personne rendait, d'un régime à l'autre. Pavoisée, comme la plage, aux couleurs sang et or de la nation, mais encore plus bleu et violet du Rassemblement africain des démocrates indépendants désormais au pouvoir, ce podium de l'excellence brillait de mille feux. La foule mandée pour assister au sacre de Nyangor Souma et en témoigner pour le reste du peuple, était laissée dans les ténèbres absolues. Ce jeu d'ombre et de lumière était marquant du fossé entretenu inconsciemment ou à dessein entre les patriciens éclairés incarnant tous les pouvoirs et la plèbe censée être obscure, ignare, crédule et malléable. L'attente fut longue. Il arriva, à bord d'une vedette blanche fendant la nuit et les flots, tel un fougueux roi guerrier le ferait sur son destrier dans les profondeurs de la savane poudreuse, paradant devant un agrégat d'êtres soumis. Nyangor Souma était tout de blanc vêtu, de son costume à ses chaussures en passant par la longue cape de soie flottant au vent sur ses épaules. Virginie, son épouse d'origine française ainsi que leurs enfants, Abou Félix et Dibor étaient également en blanc. La tribune avait été, sur son flanc droit, aménagée de sorte que la vedette put l'accoster délicatement. Ces illustres passagers en descendirent et avancèrent majestueusement vers leur place de président, première dame et premiers enfants. Leurs fauteuils étaient plus imposants que ceux de leurs convives de marque. Surélevé, celui de Nyangor Souma ressemblait plutôt à un trône. Les mouvements empoulés de la famille présidentielle étaient accompagnés par un joyeux air joué par la fanfare de l'armée nationale, sous le regard obséquieux des occupants de la tribune qui s'étaient tous mis impeccablement debout depuis son arrivée. Après des saluts distants de la main, aux dignitaires puis à la masse, imité par son épouse et ses enfants qui suivaient, 2 pas derrière, Nyangor Souma s'assit, marquant un laps de temps avant de faire signe aux autres d'en faire autant. Tout de suite après le protocole présidentiel pria tout le monde de se lever pour entonner avec le président, le chant patriotique qu'il avait pensé, écrit et mis en musique à sa gloire, à celle de ses ancêtres et du radis. Ce fut après, et seulement après, que fut interprété l'hymne national du Muntoulan. La famille et le parti avant la patrie. Voilà qui commençait bien. 20 et un coups de canon furent tirés qui réveillèrent de lointains mauvais souvenirs dans le proche voisinage, des souvenirs qui remontaient aux affres de la Seconde Guerre mondiale vécue sur la côte atlantique du continent, ainsi que les plus anciens le racontaient encore. Ils secouèrent la masse inerte sur le sable humide et froid et toujours plus froid au fil des heures. Un somptueux feu d'artifice éclata et se poursuivit une heure durant, au-dessus de leur tête, sur la toile de fond d'un ciel et d'une mer d'encre faisant à merveille le contraste. Il suscita instamment les vivats et cris hystériques d'une foule éblouie par la magnificence du spectacle qui s'étalait sous ses yeux, et littéralement conquise, une seconde fois après la présidentielle. Ce fut ensuite l'instant solennel du sacre. Dans son fort intérieur, Nyangor Souma voulait qu'il fût impérial.
Ses proches lui avaient fortement déconseillé de rééditer en terre africaine le geste de Napoléon Bonaparte se couronnant lui-même. Il n'osa finalement pas franchir le Rubicon. La cérémonie officielle prit ainsi donc la forme d'une prestation de serment, devant le président de la haute cour, digne autant qu'il le pouvait, sous sa toque et sa toge écarlate bordée d'hermine, dans ce cadre et ce décor ubuesque. Le président jura, la main droite levée au ciel, la gauche sur les 3 tomes de son ouvrage, ma vision, mon combat empilé sur la Constitution, qu'il allait exercer son mandat pour la défense de l'intégrité nationale, le respect des règles républicaines, la sauvegarde des intérêts du peuple. Il se lança ensuite dans un long et oiseux discours sur son parcours personnel, son cheminement vers le pouvoir, son dessein pour l'Afrique et plus particulièrement pour le Muntouland qu'il entendait hisser au rang des pays les plus développés du continent, en misant en premier sur ses forces jeunes et vives. Il fut, de temps à autre, suivant l'intonation de sa voix, applaudi par une foule engourdie et à moitié endormie et qui impatientait de pouvoir quitter les lieux. Il se faisait tard. Nyangor Souma termina par une note à l'endroit de ceux qui aspiraient à plus de démocratie, affirmant qu'il était bien accessible, et qu'il suffit d'en payer patiemment le prix en termes de privation, souvent arbitraire, de liberté, parfois de brutalité et de vies humaines. À bon entendeur, semblait-il dire, en direction de ses détracteurs et adversaires de tous bords. 4 jours plus tard, un lundi matin, le Premier ministre et tout son gouvernement étaient dans la salle du Conseil, autour de Nyangor Souma drapé dans large boubou bleu ciel au parement en fil d'or et bien calé dans un fauteuil massif. Devant une table basse hérissée de micros, ceux des nombreuses télévisions et radios nationales et internationales invitées pour cette exceptionnelle circonstance, il appelait, l'un après l'autre, dans leur ordre protocolaire, les membres du gouvernement pour leur décliner impérativement leur ordre de mission. Plus alerte et loquace que jamais, malgré son grand âge, il leur donna, tour à tour, de fermes instructions sur la tenue de leur département, les objectifs qui leur étaient assignés et les actions à dérouler. Debout, tête basse, ils étaient tous impeccablement sanglés dans des costumes gris ou anthracite arrivés la veille seulement dans des garde-robes des plus ordinaires et pauvres, pour la plupart. Ils buvaient littéralement les paroles du président, en acquiesçant révérencieusement. À la fin de chaque passage, Nyangor tendait mollement la main au ministre qui venait de recevoir publiquement son cahier de charges. Le sourire béat, l'échine courbée, il s'en saisissait à 2 mains, se confondant en remerciements, jurant loyauté et fidélité au maître. Tous, sans exception, procédèrent pareillement, comme s'il en avait convenu ou avait reçu des consignes dans ce sens. Cette cérémonie d'allégeance et d'adoubement avait déjà duré 4 bonnes heures quand vint le tour de Magazuma Mariko, le ministre de l'Information et de la Communication. Il marcha droit vers Nyangor, la tête haute, sans se presser, le pas souple et léger. Il salua sobrement, sans éviter le regard perçant du nouveau seigneur et maître de la République et gardien suprême de la Constitution, comme des flagorneurs patentés qui avaient tourné leur veste commençaient déjà à l'appeler, en public et surtout sur les ondes. Diplômé du Centre de formation des journalistes de Paris, la prestigieuse école de la rue du Louvre, Magazuma Mariko, avait intégré l'Époque, le quotidien national. Il y avait rapidement fait carrière, passant du statut de reporter à celui de directeur de publication, en l'espace de 5 ans. C'était durant le premier mandat de Fabien Ndongo. Professionnel jusqu'au bout des ongles, il avait travaillé à la diversification et à l'équilibre de l'information traitée dans le journal. Il veillait à ce que la démarcation fût faite entre, d'une part ce qui affairait à l'action gouvernementale et à la gestion de la chose publique par le pouvoir investi par la nation pour la défense de ses intérêts et, d'autre part, les développements contradictoires politiques et politiciennes. L'exercice était fort périlleux. Mariko s'y brûla la plume. Comme il voulait rester indépendant, neutre au-dessus des contingences qui étouffaient le journalisme quand il se voulait de bonne aloi, il n'avait pris la carte, ni du PUP au pouvoir, ni de quelque autre parti politique que ce fût. Pour les caciques du PUP, le responsable du quotidien national ne pouvait ne pas être membre du parti. Il avait à choisir, être un militant convaincu et actif dans la défense et l'illustration de la politique et des réalisations du chef du parti et de l'État, ou rendre le tablier. Le président Fabien Ndongo fut abondamment abreuvé de fausses informations sur Magazuma Mariko. Il fut accusé d'être en collusion avec l'opposition, de travailler insidieusement pour l'ennemi.
Ainsi abusé sur la loyauté du directeur de publication de l'époque, le président Dongo prit la décision de le limoger, sans aucune autre forme de procès, sans préalable. Il apprit, par le communiqué du conseil de cabinet qu'on lui transmit un soir d'avril, pour publication intégrale dans le journal du lendemain, que quelqu'un d'autre avait été nommé pour le remplacer. La traversée du désert. Elle ne dura pas longtemps. Mariko s'était rapidement repris en main. Ses compétences et son expérience, un bon carnet d'adresses et de solides amitiés lui permirent de faire du chemin comme consultant en communication. Il se fit un nom dans ce domaine, car sollicité régulièrement par des organismes publics et privés de la sous-région et des institutions internationales. Parvenu au pouvoir, Nyangor Souma, en quête de compétences difficiles à trouver dans son entourage partisan, jeta le grappin sur lui. Avait plaidé en sa faveur son aura rayonnant jusqu'au-delà des frontières du Muntoulan et le fait qu'il n'avait pas été en odeur de sainteté auprès du régime déchu. Nyangor Souma fut tout sourire quand Mariko se présenta devant lui, respectueux, sans plus. Avant de lui décliner ses directives, il se lança dans un long monologue à travers lequel il se glorifia d'avoir été le premier d'entre les journalistes muntoulandais, pour avoir du temps de ses études en France créé et animé la revue Bingolo, puis l'hebdomadaire Le Pays peu après la création du Radi et, quelques années plus tard, l'éphémère Agora Libre. Il dit toute l'importance qu'il accordait à la presse, et principalement aux médias d'État qui, dans les pays africains, doivent faire du journalisme de développement, être des supports qui vulgarisent et défendent les politiques publiques, mettent en valeur les réalisations de l'État faites dans l'intérêt national, et font remonter vers le haut les préoccupations audibles des populations, mais surtout leurs témoignages de satisfaction et de reconnaissance envers le gouvernement. Le président, fraîchement promu à cette posture au-dessus de tous, enchaîna pour rendre un hommage appuyé aux radios et journaux privés pour le rôle qu'ils avaient joué dans l'avènement de l'alternance, non seulement en couvrant de très près les manifestations de campagne de l'opposition et en rendant public, minute après minute, les résultats du scrutin qu'il avait donné gagnant, afin que nul ne pût les contester. Revenant sur les autres, les médias d'État, il dit à qui voulait l'entendre que, le chef de l'État qu'il était devenu, par la volonté du peuple et la grâce de Dieu, n'avait, nul besoin d'une presse gouvernementale dithyrambique, mais d'une presse libre et critique dans le respect des libertés et droits des citoyens. Quant à l'époque, le sourire qui illuminait le visage de Nyangor s'effaça, sitôt le nom du quotidien national sortit de ses lèvres. Bouillant d'une colère subite, il fit une violente sortie contre le journal dont il ordonna la suspension de sa parution, dans les meilleurs délais, en attendant de statuer sur son sort. Son intention d'emblée affirmée était de l'offrir à la jeunesse muntoulandaise qui avait compté pour beaucoup dans son élection. Nyangor Souma en voulait à mort aux responsables du quotidien national. Le journal ne l'avait guère ménagé, tout le temps qu'il était l'opposant le plus en vue au défunt régime, surtout dans les moments les plus décisifs de l'année électorale achevée. Des cadres du PUP et des conseillers du président Fabien Dongo, disant agir en son nom, alors qu'il n'en était rien, comme on le sut bien plus tard, avaient fait main basse sur l'époque. Fort de leur fallacieux ascendant sur Bruno Mangara, le directeur de publication qui avait remplacé Magasuma Mariko, ils avaient abusé des colonnes du quotidien pour abreuver Nyangor Souma et ses partisans d'attaques sournoises et d'injures, à travers des commentaires et pamphlets, souvent à la limite de l'ordurier. Ansoumane Coulibaly s'était mis en congé, sitôt la réquisition pour l'élection présidentielle levée. Il rompait temporairement les amarres avec l'époque, prenant la ferme résolution de vivre à temps plein avec sa petite famille, une quarantaine de jours durant. Ce qu'un horaire de travail impossible ne lui permettait guère en temps normal. Il avait passé toute la journée de ce mémorable lundi, au campement Malibu Beach, sur une des plus belles plages atlantiques de la banlieue macobaraise, avec son épouse Marika et ses 3 enfants, Jaber, Hondo et Fanta, loin des tumultes de la ville et sans téléphone. Ce ne fut qu'à son retour à la maison, vers les coups de 20 heures, quand Souma eut vent des développements de la matinée. L'ORTG était en train de rediffuser in extenso le film du conseil de cabinet quand il mit le poste en marche. Au passage de la séquence sur la virulente sortie de Nyangor sur l'époque, un lourd silence s'abattit sur le salon. Ansouma était sonné, complètement groggy. Marika ne lui posa pas de questions sur ce qu'elle venait d'entendre. Il se mit à grommeler, mais de quel droit? De quel droit? Elle le regarda, inquiète, se diriger vers la pièce qui lui servait de bureau à domicile.
Elle entendit ses doigts tapoter rapidement sur le clavier de son ordinateur. Il se devait de réagir. Et il répondit à Nyangor Souma par ce texte lu ci-après, quasi intégralement. Les nouvelles autorités ont-elles un droit de vie ou de mort sur un organe de presse qui n'est pratiquement en rien redevable à l'État pour son existence? Dans le respect de la légalité, des statuts et droits des entreprises, un État souverain peut se donner certaines prérogatives, s'il en va de l'intérêt supérieur d'une nation, au-delà de toute autre considération. Il faut souligner que si le quotidien national qui avait fini par perdre tout son capital dans les années 80, a pu, par la suite survivre, se fortifier, maintenir et élargir son audience face à une concurrence toujours âpre, ce n'est point parce qu'il s'est directement appuyé sur la béquille financière de la puissance publique, comme beaucoup semblent encore le croire. L'État est certes, nominalement, majoritaire dans son capital avec certains de ses démembrements. Mais il a cessé, depuis 20 longues années, de lui apporter directement des subsides, hormis sa part à l'aide annuelle que tous les médias se partagent, alors que, paradoxalement il a continué à lui confier des missions de service public fort onéreuses. Et que, du fait de l'ascendant du parti qui était au pouvoir, la ligne éditoriale qui lui était imposée le desservait fortement auprès de l'opinion publique. Malgré tout cela, et d'indicibles pesanteurs et contingences, l'époque n'a pas sombré. C'est parce que, des jeunes et des moins jeunes, restés en son sein, œuvrent et continuent d'œuvrer, dans les limites de leurs compétences et responsabilités, et en mettant sous le boisseau nombre de droits sociaux, pour que leur journal soit correctement géré et reflète les réalités nationales, de l'Afrique et du monde, à travers une information sans aspérité certes, mais à tout le moins vérifiée, juste et sereine. Ils n'ont de cesse de se mettre dans la perspective de conquérir d'autres espaces de liberté, l'autorité et la possibilité de réajuster la ligne éditoriale du journal et d'en équilibrer le contenu, surtout politique. Les aspirations des travailleurs du quotidien national demeurent, aujourd'hui comme hier, pour l'époque dépouillée de sa camisole de force, libre de traiter objectivement de toutes les informations relatives au quotidien des Muntoulandais, à leurs problèmes, réalisations et espérances, à la situation et aux perspectives politiques, économiques, sociales, culturelles et sportives du pays, à la politique et à l'action gouvernementale, avec le monde comme référence. Sous quelque forme juridique que sera demain l'époque, ces ressources humaines, avec ou sans appoint extérieur, ont la capacité de relever ces défis, comme ils cherchent à le prouver dans cette phase transitoire, avec les tout nouveaux moyens techniques dont ils disposent. Faut-il dès lors suspendre la parution de l'époque, en attendant de pouvoir décider de son avenir? Au tournant stratégique où en est le quotidien national, prendre et appliquer pareille décision, même pour une semaine ou deux, c'est lui faire courir les graves risques d'une catastrophe financière et sociale. En effet, cette société publique de droit privé qui ne reçoit aucune subvention de l'État du Muntoulandais, par son canal, lourdement endetté auprès de partenaires suédois et des banques, pour la réalisation de son imprimerie et pour l'outillage informatique de sa rédaction et de son administration. Elle doit, présentement, commencer à rembourser ce crédit, dès après le démarrage, effectif depuis des semaines, de l'imprimerie. Sous le rapport éthique du respect des engagements pris, et aussi économique des équilibres financiers internes à sauvegarder, une décision qui suspendrait les activités de l'époque, saperait sa crédibilité et briserait son élan, n'est absolument pas recevable, surtout au moment où il est question de mobiliser et de mettre en synergie toutes les forces porteuses de croissance économique et de progrès social. Ce dont l'époque a véritablement besoin pour en être, après 20 années d'autonomie financière, c'est d'un test probatoire de liberté, d'au moins autant d'années. Mais encore, ce titre fait vivre près de 200 travailleurs. Ce ne sont pas des fonctionnaires ou agents de l'État. Ils n'émargent pas au trésor public. Ils sont employés par une société commerciale fortement concurrencée. Si le journal qui l'édite n'est pas vendu et ne produit pas de recettes publicitaires ou connexes, leur labeur ne sera pas rémunéré. Toute décision négative que les pouvoirs publics viendraient à prendre, même de suspension provisoire du titre, serait pour eux et leurs familles le début de la précarisation. Ils en perdront leur relative capacité de faire face à leurs obligations humaines et sociales, alors que le changement a fait germer des espérances contraires, notamment de consolidation et de génération d'emplois, et d'amélioration de revenus, dans l'esprit de tous les Muntoulandais, sans exclusive. Comme tout un chacun,
les employés du L'Époque aspirent ardemment à des conditions de travail plus valorisantes et exaltantes, et de vie plus décentes. Le paradoxe latent depuis plus de 10 ans, est que la plupart vivent, avec leur famille, les affres d'une cité sous les eaux 5 mois sur 12, et n'en continuent pas moins de remplir, sans faillir leurs obligations envers leur employeur, de jour comme de nuit. S'il était des privilégiés, ils s'en seraient sortis depuis bien longtemps. Une décision à l'encontre de la continuité et de la compétitivité de l'époque leur paraîtrait d'autant plus incompréhensible et pénalisante qu'ils sont et demeurent des citoyens comme tous les autres. Et qu'une partie de leur suffrage a contribué à la réalisation de l'alternance, pour le mieux-être et le renforcement de l'état de droit. Dès lors, ils ne sauraient accepter qu'on les prenne pour les derniers nés d'Égypte, des victimes expiatoires payant pour des fautes imputables à d'autres, ou tout simplement au système tel qu'il ne devrait plus fonctionner. Le titre de l'article ressorti de cette chute, L'Époque, dernier né d'Égypte. Ansoumana le lut, le relut, le fit relire par son épouse qui en apprécia le contenu et le ton, avec une fierté non feinte. Il le signa et le copia sur une disquette. Il se faisait tard. L'édition du journal en cours était déjà bouclée. Il décida de proposer sa prose à la rédaction le lendemain, pour publication. À défaut, il l'amènerait ailleurs. L'article fut effectivement publié, mais enfoui bien loin dans une des pages intérieures de l'Époque, sans le plus petit appel à la une. Cet acte n'en était pas moins un haut fait de guerre de la part du directoire de la rédaction que le rédacteur en chef et les autres chefs de bureau avaient spontanément constitué, pour prendre à bras le corps le journal, après que le directeur de publication eut signé un éditorial qu'il annonçait être le dernier. Il avait de fait démissionné, anticipé son limogeage, avant même que Nyangor Souma ne lançât sa diatribe contre l'Époque. La rédaction, elle, était restée sur le pont, plus solidaire que jamais, mais surtout donnant la pleine mesure de ses compétences individuelles et collectives, faisant preuve d'un formidable professionnalisme, sur une période transitoire qui allait durer de merveilleux mois. L'Époque, dernier né d'Égypte, fit mouche. Il avait non seulement fédéré les journalistes du quotidien national dans leur résistance passive par les compétences et le travail, mais encore, il suscita à leur endroit un vaste élan de sympathie. Les Muntoulandais tombèrent des nues en découvrant et en s'en offusquant, que, propriété de l'État et du peuple, le quotidien dit national ne recevait aucun denier public et ne survivait que par le travail courageux de ses employés. Que ces derniers étaient loin de faire partie des privilégiés de la République, mais gens plus qu'ordinaires qui avaient des fins de mois difficiles et vivaient le calvaire des inondations comme nombre de banlieusards. L'opinion s'en émut fortement et prit fait et cause pour les pauvres gars de l'Époque, en pensant à leurs familles qui risquaient de tomber dans une misère encore plus profonde. Malgré la concurrence et les préjugés qu'ils avaient jusqu'alors sur les journalistes de l'Époque, les confrères des autres publications les soutinrent, à travers leurs colonnes et par l'entremise de leurs syndicats professionnels. Des syndicalistes appartenant à divers autres corporations et des politiques, même du camp présidentiel, plaidèrent pour la survie de l'Époque qui, pour tous, était une institution républicaine à maintenir comme telle certes, mais à orienter et gérer autrement. Tel fut le premier des aveux populaires, syndicales et politiques de Nyangor Souma, avant même qu'il n'eût réellement pris ses marques sur la plus haute marche du pouvoir. Fort de sa position de ministre de l'Information et de la Communication, Magazuma Mariko lui conseilla, sans trop insister, de prendre connaissance de l'article par lequel l'Époque avait répondu à sa sortie à propos du journal. En parcourant la coupure du journal que son conseiller en communication avait glissé dans son parapheur presse, à la demande de Mariko, il se rendit de lui-même compte de son erreur péremptoire. Cet être de chair et de sang qui se prenait pour un presque Dieu avait tout d'un démon maléfique. Il n'était pas homme à reconnaître publiquement s'être trompé, à faire amende honorable. C'est dans un silence assourdissant qu'il tourna cette page de ses rapports avec l'Époque. Nyangor était loin d'en avoir terminé avec ce journal, avec son directeur de publication, à tout le moins. Vindicatif à l'extrême et sournoisement habité par l'esprit du mal, il fit mettre aux arrêts Bruno Mangara, une dizaine de mois après son investiture. Ne pouvant aucunement lui imputer comme faute lourde la manière dont l'information était traitée et commentée sous le magistère de l'ancien président dont les proches lui dictaient la loi, il l'avait fait condamner à des années de prison pour détournement de deniers publics, alors que les comptes de l'entreprise étaient nets et aussi transparents que de l'eau de roche. En fait, on l'enfonça pour avoir,
sur les conseils avisés, du directeur financier et du commissaire aux comptes de la société, pris quelque intérêt, une commission sur opérations financières réalisée avec succès au bénéfice de l'époque. Il s'était agi de doter le journal d'une rotative ultramoderne et d'informatiser aussi bien sa rédaction que son administration. Le compte-rendu du sacre du président Nyangor Souma, de son premier conseil de cabinet et de tous événements le concernant qui suivirent avait été imprimé en quadrichromie, dans le journal. Une première dans l'histoire et le paysage médiatique du Muntoulan. Mais, le président, n'en avait cure. Il tenait viscéralement à sa vengeance. Ne pouvant plus atteindre ceux qui le malmenaient avant, il s'était rabattu sur un bouc émissaire des plus vulnérables. Une victime expiatoire qui ne s'en releva jamais. Même rendu à la liberté.